Bienvenue dans Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga. Je suis Audrey, professeure de yoga, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matins à 10h depuis Malaga en Andalousie où je vis. Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga, sort un samedi sur deux et vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et bienvenue aujourd'hui dans ce 7e épisode intitulé « Peut-on considérer la pratique des asanas comme une forme de soumission ?» Sujet qui par son énoncé prête dès le départ à polémique, bien évidemment. Et pour l'aborder, je me suis donc entourée de 2 professeurs de yoga, 2 femmes que j'ai rencontrées grâce à l'existence du podcast Yogini et qui m'ont apporté une vision très intéressante sur la question. Il s'agit d'un côté de Anne, qui nous vient du Québec et que vous avez pu découvrir déjà dans l'épisode 6, l'après #MeToo dans le yoga, le cas Shivananda. Anne est anciennement professeure de Hatha Yoga Shivananda et s'est entièrement dédiée depuis l'année dernière à l'enseignement du Yoga Nidra, autrement appelé Eye Rest, que l'on définit communément comme le yoga du sommeil lucide. Et de l'autre côté, dans cet épisode, j'ai invité Florence, qui nous vient du sud de la France, qui est yoga thérapeute et qui étudie depuis des années en profondeur l'anatomie humaine et qui a des choses intéressantes à nous dire sur l'anatomie féminine à l'intérieur du yoga. Cet épisode est un peu particulier puisqu'il s'agit d'une discussion croisée lors de laquelle j'ai fait rencontrer ces 2 femmes qui, à mon sens, avaient beaucoup de points en commun. Nous nous sommes réunies toutes les 3 cet hiver pour partager nos sensations sur la question de la pratique des asanas et de ce que cela révèle en termes de soumission. Et voici donc le résultat. Donc je suis vraiment super ravie d'accueillir pour cet épisode un peu particulier qui va se faire en forme de discussion croisée 2 personnes que j'ai rencontrées grâce au début de Yogini. J'ai donc Florence qui s'est spécialisée en anatomie à l'intérieur de son enseignement du yoga et Anne qui est déjà intervenue dans l'épisode sur Shivananda et qui, elle, s'est spécialisée particulièrement en Eye Rest Yoga Nidra en tant que yoga post-traumatique. Et en fait, Florence, c'est elle qui est venue vers moi dès les débuts de Yogini pour pouvoir me parler d'un sujet qui pour elle était important, à savoir combien les asanas qu'on nous enseigne généralement sont très peu adaptés à l'anatomie féminine. Problématique qu'elle a découverte à partir de recherches qu'elle a faites en profondeur et dont elle va nous faire part. Quant à Anne, je l'ai rencontrée justement quand j'avais demandé des témoignages au niveau de ce qu'on fait de notre pratique après le phénomène #MeToo. Et Anne était venue vers moi et quand on a commencé à parler toutes les 2, la discussion est partie à peu près dans tous les sens et j'ai découvert que sa pensée par rapport au yoga était très riche. Comme j'ai rencontré ces 2 femmes dans la même période, je me suis rendu compte qu'elles avaient donc un point commun assez intéressant qui m'a donné envie de créer donc cette discussion croisée. Il me semble que dans leur vision du yoga, elles ont toutes les 2 le besoin de dénoncer un mauvais usage des asanas dans le yoga et également le danger de la posture du gourou à l'intérieur de cette pratique des asanas. Donc, je vous remercie toutes les 2 d'être ici. Est-ce que rapidement, Anne et Florence, successivement, vous pourriez vous présenter un peu plus en détail, en tout cas me dire quel est votre point de vue sur ce point commun que j'ai découvert entre vous. Et à partir de là, on pourra commencer une discussion qui sera très certainement très riche. Donc Florence, si tu veux commencer. Oui, bonjour Anne et bonjour Audrey et je suis vraiment ravie de discuter de tout ça avec vous parce qu'effectivement, quand j'ai vu sortir ton premier épisode de podcast, j'ai tout de suite réagi en disant mais voilà un sujet et voilà une promesse qui me passionne, qui me concerne, je me sentais très concernée
et j'ai eu immédiatement envie de réagir dans Yogini, dans le podcast. Et puis je suis doublement contente de rencontrer Anne parce que tu nous avais invités autour de ce sujet qui nous touche communément, et je découvre les spécialités d'Anne là à l'instant. Et effectivement, moi je m'intéresse beaucoup à l'anatomie, mais j'ai suivi des études de yoga thérapie, je suis très sensibilisée à la prise en charge du trauma, de l'état de stress post-traumatique et des émotions douloureuses en général par le yoga. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, qui est un outil, on va dire, c'est un peu grossier, vraiment entre guillemets de dire un outil, mais disons que c'est un outil formidable. Et pour accueillir toutes les émotions douloureuses et leur permettre de se transformer, leur permettre d'être digérées par le corps. Et c'est en ça que ça rejoint complètement mon travail sur l'anatomie, c'est que pour moi, la pratique du yoga, c'est un chemin de libération. C'est vraiment une pratique de libération des émotions douloureuses. Et que parfois, dans le yoga, on peut créer des choses qui n'étaient pas là, par une pratique qui n'est pas adaptée, par une pratique physique posturale qui n'est pas adaptée. Et là, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le plan physique, physiologique, pur, de l'anatomie et de la posture, ou que ce soit dans la manière dont ça peut être enseigné dans la pédagogie pure, ou que ce soit l'influence de la personne qui enseigne, etc. Et il y a plein de nouvelles crispations, plein de choses qui peuvent s'incorporer à nouveau si elle n'était pas encore là, ce qui serait très dommage puisque voilà, mon objectif, ce que je comprends du yoga, c'est que c'est un chemin de libération. Effectivement. Du coup, Anne, je pense que tu peux rebondir en expliquant un peu quelle est ta spécialité et ton angle par rapport à ça. Tout à fait d'accord avec ça et je pense que ça ferait un bon sujet, yoga et trauma. Je pense que ça ferait un autre excellent sujet de podcast. Ravie de te rencontrer, Florence. C'est sûr qu'il y a tellement de choses à dire, mais un chemin de libération, mais un chemin de libération par l'immanence, par le fait d'habiter pleinement son corps, par la reconnaissance du corps et pas simplement de notre corps, mais du corps de la planète, du principe féminin, d'honorer ce corps et non pas de vouloir le transcender et de vouloir vivre dans une ascèse où est-ce que on est dans une coupure entre le corps et l'esprit. Donc, tous les enseignements qui m'ont été transmis d'un yoga très classique, là, que je qualifie de yoga patriarcal, est un yoga qui n'honore pas le corps, qui vise pas à faire en sorte qu'on vive pleinement dans notre ressenti corporel, mais qu'on en soit complètement coupé et que l'objectif soit d'atteindre moksha, la libération, par le fait de transcender ce corps. Donc, il y a là un enjeu fondamental au niveau de ce qu'on a appris et ce qu'on peut comprendre d'un point de vue plus féminin, non pas femelle, mais du point de vue de l'énergie, de la reconnaissance de l'interrelation entre le féminin et le masculin, entre Shiva et Shakti. Si on peut le faire de façon un peu, le décrire de façon un peu schématique, quand on apprend, par exemple, la séquence Shivananda, qui est une séquence de 12 postures, c'est toujours dans le même sens, c'est très ritualisé, il n'y a pas de place pour l'improvisation, en fait, au niveau de la forme. Alors que le Yoga Nidra, dans la forme que j'enseigne, le High Rest, qui est pas, je veux dire, la posture, c'est Shavasana, donc on est allongé. On peut le faire assis, debout et tout, mais la posture classique, c'est d'être allongé. Même si la méditation est guidée, c'est comme une invitation à entrer dans un état d'attention, en fait, de tourner l'attention vers les différents corps, les koshas, en partant du corps le plus dense, qui est le corps physique, et après ça, on tourne l'attention vers les différentes couches énergétiques. Et l'idée principale, c'est de simplement accueillir les sensations, les émotions, les pensées, tout ce qui émerge.
Donc, on est dans un état de réceptivité, on est dans un état d'accueil. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à faire. On est vraiment dans l'être et dans l'accueil de l'être, dans toutes ces manifestations. Donc, on est dans un paradigme complètement différent du concept des asanas avec je fais ça comme posture et mon objectif c'est d'avoir la plus belle forme physique possible. Ma pratique du yoga nidra a complètement changé ma pratique des asanas parce que justement je suis plus en train de m'imaginer me regardant mon corps pour avoir la meilleure posture, puis à regarder la voisine en me disant, oh, zut, elle fait tel asana mieux que moi. Je suis plus dans un regard extérieur, je suis totalement dans un regard d'intériorité et de retour à l'intérieur de moi-même. Et même si je suis guidée par quelqu'un qui m'invite à entrer dans mes sensations corporelles ou à accueillir les émotions qui montent ou les pensées, ben il y a personne qui va venir me corriger, il y a personne qui va venir me toucher. Je veux dire, il y a aussi l'aspect de la sécurité, du sentiment de sécurité qui est extrêmement important, qui est très problématique dans le phénomène d'ajustement. Nous, on a beaucoup appris à faire des ajustements avec la pratique de Shivananda, ce qui est vraiment un problème pour les femmes qui souffrent de troubles de stress post-traumatique quand t'es en état de vulnérabilité puis que t'as quelqu'un qui vient te tirer les pieds, les jambes, qui pose pas la question et tout. C'est effectivement justement quelque chose que Florence a à cœur de dénoncer particulièrement, en fait, les ajustements qui vont venir à l'encontre des limites du corps de l'élève, et donc plus particulièrement également au niveau de l'anatomie féminine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, Florence? Oui, oui, c'est mon grand sujet. Alors, le lien entre l'anatomie, la réalité anatomique et la posture telle qu'on nous la propose dans le yoga classique. Je vais mettre des guillemets à un yoga un peu traditionnel, un peu classique, avec les postures qu'on connaît tous, qui ont été répertoriées par des grands maîtres. Là aussi, je mets des guillemets, dont on connaît les photos et qui sont répercutées à l'infini sur Instagram. Toutes ne sont pas répercutées d'ailleurs, parce que sur Instagram, on aime beaucoup les extensions où on se tord en arrière et on se déboîte les hanches, le dos pour arriver à faire quelque chose d'extrêmement esthétique et spectaculaire. Quand on regarde, quand j'ai commencé à regarder par le filtre de ce que j'avais appelé la réalité anatomique, c'est-à-dire de quoi est capable notre corps sur le plan fonctionnel. Pourquoi il est fait, de quoi il est capable au niveau de chaque articulation, ben on se rend très très vite compte que chacune de ces postures présentées par des noms prestigieux dont on voit les photos dépasse complètement les capacités de ce qu'on appelle l'amplitude articulaire. L'amplitude articulaire, c'est quoi? Quand je fais un geste avec mon bras, si je lève le bras, quand je suis debout, si je lève mon bras près de l'oreille, j'ai une certaine amplitude articulaire qui va être, je vous donne un exemple, entre 165 degrés et 180 degrés pour les personnes. On a une variabilité. Donc parfois, je peux le monter complètement jusqu'à l'oreille, parfois un peu moins. Et il va y avoir plein de postures dans lesquelles on va voir qu'on essaie de passer les 180 degrés. Je vous donne l'exemple de l'épaule, mais je pourrais donner l'exemple de la hanche, je pourrais donner l'exemple de la hanche et du genou quand on essaie de faire le lotus. Et quand on dépasse ces amplitudes articulaires, on n'est ni plus ni moins qu'en train d'essayer de distendre ces ligaments, c'est-à-dire de donner une amplitude plus ample que ce que le corps nous permet, en faisant une distension des ligaments. Et les ligaments, à l'origine, ils sont là pour contenir l'articulation, pour la freiner, pour la stopper, pour la maintenir dans l'espace, dans une certaine amplitude. Et nous, dans le yoga, on fait en sorte, séance après séance, d'essayer d'augmenter cette amplitude-là, de façon passive. Alors, je pourrais expliquer ça longuement, je pense que c'est assez clair, vous les voyez, toutes ces postures, quand on essaie de se plier en deux, ne serait-ce que la posture du lotus, n'est pas, il n'y a aucun moyen de faire la posture du lotus en sécurité. Il y aura un prix à payer dans la posture du lotus. Ça sera les chevilles, ça sera les genoux, ça sera les hanches, mais un jour ça se paye. Et donc l'ensemble du corpus des postures telles que représentées dans ce qu'on appelle la tradition, là aussi il y a des choses à remettre en question puisque la tradition de ces postures pose question aujourd'hui. Il y a eu des études, Mark Singleton et toute son équipe est passé par là. Il est questionné également par les historiens indiens, tout le monde n'est pas complètement d'accord. De son côté, il émet la thèse que ces postures que nous pratiquons aujourd'hui n'ont pas plus de 100 ans.
Des historiens indiens sont peut-être pas complètement d'accord, donc c'est un long débat. Quoi qu'il arrive, la question est pourquoi faire quelque chose qui va nous porter contre? Et là, j'inclus les hommes et j'inclus les femmes, quels que soient les pratiquants de yoga. Maintenant, je peux aller encore un peu plus loin du point de vue de la femme, c'est que nous avons des spécificités dans le corps, notamment au niveau du bassin. Notre bassin féminin est différent. Il est moins stable pour des raisons très simples qui sont des raisons obstétriques, qui fait qu'à un moment de la vie, quand on enfante, il faut que le bassin puisse bouger plus que celui de l'homme pour laisser passer le bébé, tout simplement, au moment de l'accouchement. Et de fait, cette moindre stabilité va être mise à mal par toutes sortes de postures. Le simple fait de vouloir faire le principe du grand écart en écartant largement les pieds l'un devant, l'autre derrière, le simple fait de faire tous ces guerriers avec des très grands écarts, de faire un pigeon, tout ça sont des postures qui vont participer à la déstabilisation du bassin. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas dans le bon sens. Au lieu de renforcer, de retrouver un corps qui a de la force, qui a de la contenance, de retrouver ce contenant et cette présence, on a une forte tendance, pas à 100%, mais j'ai envie de dire à 80%, ce que je trouve absolument énorme, à aller vers l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut absolument se détendre dans le monde du yoga, au lieu d'accepter ces sensations et de ces tensions. On a besoin de tension dans le corps, hein. C'est un phénomène physiologique, on a absolument besoin d'être en tension, sinon on a un plat de spaghettis trop cuit. Et on s'effondre, et on s'écroule, et on peut pas se tenir debout. Et dans beaucoup de postures, on joue les plats de spaghettis trop cuits. Quand je veux faire un Paschimottanasana, quand je veux faire une pince, et que l'indication c'est de détendre, détendre, détendre au maximum pour pouvoir aller plus loin, plus loin, plus loin. Plus loin pour aller où? Plus loin pour aller se suspendre dans ses ligaments. Est-ce que c'est ça qui va faire de moi une meilleure personne? Est-ce que c'est ça qui va me permettre d'accepter mes émotions, de vivre avec ce que je suis? Je suis pas sûre. Voilà. Donc c'est le sens de ma réflexion et des études. Je continue à étudier ce sujet-là et à essayer de proposer un autre chemin. Très bien. Et à partir de là, je pense que je vais vous faire rentrer directement dans le sujet de manière beaucoup plus abrupte en vous posant une question à toutes les deux. On commencera par Anne. Est-ce que vous pensez qu'on peut donc, à travers ce que vous avez déjà évoqué, est-ce qu'on peut parler de soumission à travers la pratique des asanas telles qu'on les transmet aujourd'hui en Occident? Ben, pour moi, oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, Swami Vishnu-Devananda, quand il est tombé sur un dépliant qui parlait de Swami Shivananda, il était dans l'armée. Alors, c'était un jeune militaire, donc il était dans l'armée, il était dans cette formation-là. Et quand on veut s'assurer que nos soldats sont bien enlignés et sont bien soumis, ben on développe une pratique qui est la même pour tout le monde. On crée un phénomène de compétition. Alors c'est qui va être le meilleur, c'est qui va aller le plus loin, c'est qui va monter le plus haut, c'est qui va rester sur la tête le plus longtemps. Moi, quand j'étais à l'ashram aux Bahamas, je veux dire, tout le temps, je voyais ça, des gens qui étaient là, des invités, des gens qui venaient, mais qui étaient tout le temps en train de se comparer à ce que les autres faisaient. Donc, plus tu te soumets, puis plus tu fais, mettons, des cours avancés, de plus en plus compliqués, ou est-ce que tu es de plus en plus à t'étirer, puis à aller au bout des limites du corps. Ça fait, je veux dire, aller au bout des limites du corps, ce que disait Florence, quand on pousse le corps à des extrémités qui ont rien à voir avec sa morphologie, ben on crée des blessures, on est maintenu dans un contenant. C'est pas une relation de toi à toi, c'est une relation de le professeur t'encourage. Donc pour moi, oui, c'est clair qu'il y a un phénomène qui est lié au fait que les séquences d'asana de yoga classiques, de toute façon, ont été développées par des castes de brahmanes. C'était réservé aux hommes pendant très, très, très longtemps. C'était pas prévu que les femmes puissent avoir accès à ces pratiques-là. Et quand on dit brahman, on dit caste, on dit hiérarchie, on dit patriarcat. Donc, pour moi, ça fait partie du concept général de développer des pratiques qui
sont pas des pratiques qui invitent à la créativité, à la spontanéité, à faire vivre le corps dans ce que le corps a à vivre. C'est pas quelque chose qui part de soi et de son corps pour s'exprimer vers l'extérieur. C'est moi qui essaye de conformer mon corps à un dictat ou à une image ou à une forme qui vient de l'extérieur, qui vient majoritairement d'une connaissance masculine du corps, donc qui me convient pas, la plupart des femmes. Et toi, Florence, dans notre première discussion, tu m'avais concrètement parlé effectivement de soumission à travers des exercices d'ajustement qu'on peut observer dans certaines formes de yoga. Et ça m'avait vraiment intéressé cette vision à travers justement, on pourra revenir sur le concept du trauma par la suite, mais justement sur ce que ça implique en termes d'incidence du gourou sur l'élève. Oui, oui, oui. Alors, pour revenir sur ce que vient de dire Anne, j'abonde complètement dans ton sens, Anne, évidemment, sur disons proportionnellement à ce qui se pratique en yoga, la grande majorité, je pense pouvoir dire que la grande majorité de la pédagogie du yoga va dans le sens de ce que tu dis. J'ai quand même eu la chance, et je vais apporter des nuances quand même enthousiasmantes, encourageantes, j'espère. J'ai eu la chance. On est là pour ça. Oui, parce évidemment, il y a plein de solutions, il y a plein d'issues. Et tout ça se terminera sur une note positive. Absolument. Je garde ça pour la fin. Tout à fait. Pour ma part, j'ai eu la chance quasiment d'arriver au yoga, non pas par des voies traditionnelles dont tu viens de parler, Anne, mais par une école française qui s'appelle l'école française de yoga, qui sont des personnes qui se sont regroupées peut-être dans les années 60, je crois que l'école a 50 ans cette année, qui avaient eu des enseignants qui avaient beaucoup pratiqué en Inde ou qui eux-mêmes avaient pratiqué en Inde, qui sont plus ou moins tous des personnes qui sont très instruites, des universitaires spécialisés dans les religions. Voilà, il y a eu tout un regroupement de personnes comme ça qui ont essayé d'abord d'enseigner le yoga et puis de prêter attention à la qualité de l'enseignement et à la pédagogie en créant une charte, en créant un enseignement sur 4 ans, ils ont vraiment réfléchi à la transmission. Et moi, je suis arrivée très très rapidement dans cette pratique-là, et j'ai rencontré des enseignants et j'ai pratiqué des yogas parce qu'ils ont l'intelligence également d'avoir de multiples voix dans la même école pour confronter les points de vue, pour échanger, pour nourrir et pour ouvrir. Ce que je trouvais déjà grandement intéressant et intelligent et ouvert comme démarche. Et j'ai commencé par un yoga qui s'appelle la voie d'Urkheim, Durkheim n'ayant jamais fait de yoga de sa vie, mais c'était un maître zen. Et j'ai appris à écouter mon corps, à l'écouter respirer. Ouais. J'ai appris à faire des mouvements complètement spontanés. J'ai appris à faire ce dont j'avais besoin. Je remercie Pascal Brun infiniment pour cette découverte-là, parce que moi, je venais de la danse classique. Et qu'il y a quand même une certaine rigidité de la forme dans la danse classique. Et donc, ça a été une grande ouverture. Et le choc du yoga rigide, que j'ai envie de qualifier rigide et enfermant, contraignant, ça fait des mots, sont des adjectifs lourds, hein. Rigide, enfermant, contraignant, je l'ai eu plus tard. Je l'ai eu quand, 2 années après, j'ai rejoint des cours de Vinyasa, ou j'ai rejoint d'autres types de cours d'enseignement très connus, où chaque orteil doit être posé à un endroit très précis, où chaque hanche doit être alignée. C'est un mot que j'ai appris à détester. Parce que j'ai envie d'être tout le contraire. J'ai envie que mon corps s'exprime. Et maintenant, je comprends. Quand j'étudie l'anatomie, dans l'anatomie fonctionnelle, il n'y a rien qui est droit dans notre corps. Rien. Nous n'obéissons pas à des angles droits. Nous n'obéissons pas à des règles et à des équerres. Absolument pas. Bien au contraire. Nous ne sommes que rondeurs, courbures, articulations en forme de sphère. Donc, ça ne marche pas. Et ça ne marchait pas dans mon corps. Et c'est pour ça que je suis allée voir ailleurs. Je suis allée retourner à la source, un peu réaliste de l'anatomie pour comprendre ce qui se passait. Ben, moi, je vais peut-être ajouter quelque chose ensuite de ce que Florence disait, parce que j'ai compris
comment et pourquoi on peut dire que le yoga classique est un yoga patriarcal, parce que après avoir fait ma formation de professeur de yoga Shivananda, et puis, après avoir commencé mes études en Yoga Nidra, en iRest Yoga Nidra, il y a une partie du cursus de la formation où est-ce qu'on lit des milliers de pages, mais on passe à travers toutes les philosophies de la philosophie de Samkhya, le yoga de Patanjali, le Advaita Vedanta. Et après, quand on arrive au shivaïsme du Cachemire et au Tantra, c'est là que j'ai compris et c'est là que je me suis dit, bon, mais c'est fini, Shivananda, parce que là, ça y est, là, je comprends que ce qui m'attire, c'est plus de faire confiance à cette intelligence de mon propre corps plutôt qu'à une obligation de résultat qui m'est imposée de l'extérieur. Tu m'avais d'ailleurs parlé lors de notre première discussion, Anne, de la voie progressive et la voie directe à l'intérieur du shivaïsme du Cachemire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, justement? C'était quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée. C'est-à-dire que quand on parle de la voie progressive, c'est la voie du yoga classique et même du Vedanta. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si pendant 10, 20, 30, 40 ans, tu pratiques le karma yoga, le bhakti yoga, le yana yoga, les asanas, les pranayamas, que tu renonces, que tu te coupes de tes sens, que tu renonces au bien de la terre et à tous tes attachements et que tu pries, peut-être que éventuellement, au bout de 10, 20, 30, 40, 50 ans, un jour, pouf, tu vas atteindre un moksha, la libération, l'illumination. Puis en plus, c'est que tu vas être libéré de quoi? Tu vas être libéré d'avoir un corps, tu vas être libéré de ton humanité, puis le prix que tu vas gagner, c'est de pas te réincarner. Alors, ça, c'est la voie progressive. Alors, c'est bien parce que tu peux être avec un gourou ou dans une communauté où est-ce que le gourou va jamais te dire que tu as atteint l'illumination, donc il va t'avoir comme karma yogi à servir les intérêts financiers de son ashram ou de sa communauté pendant de nombreuses années. Alors que la voie directe des approches, où est-ce qu'on reconnaît que tout ce qu'on cherche quand on est dans une quête spirituelle et qu'on croit devoir trouver à l'extérieur, dans un gourou, dans une approche, dans une philosophie, dans une pratique, tout ce qu'on cherche est en nous. C'est nous. Donc, la voie directe, c'est simplement de dire, c'est au lieu d'aller vers l'extérieur et de chercher à l'extérieur la source de ma joie et de mon bien-être, je vais simplement retourner la caméra, puis je vais la retourner vers l'intérieur, puis je vais reconnaître que c'est ce que je suis. Cette joie que je cherche à l'extérieur, c'est ce que je suis. Et que la démarche, donc, elle est simplement à retourner ce regard vers l'intérieur. Et puis là, j'ai perdu mon fil. Ça arrive. Mais on était avec toi. Oui, on était avec ça aussi, ça. Oui, donc, oui. la voie directe, c'est comme le moksha, libération, machin, cet éveil ou je sais pas quoi. Ça peut t'arriver au bout de 30 secondes de t'asseoir puis de reconnaître que tout est en moi, c'est ce que je suis. Je suis cette énergie divine dans une forme humaine et j'ai strictement rien à aller chercher à l'extérieur qui va me donner ça. Donc, c'est deux visions complètement différentes. Et c'est sûr qu'il y a la voie progressive, elle est liée à la stratégie patriarcale qui implique les hiérarchies, la soumission à la hiérarchie, les devoirs, les disciplines, versus une approche qui dit, mais nous sommes le divin, nous sommes l'énergie divine incarnée dans cette forme. Et l'idée, c'est de retourner à cette source. Et quand on a des émotions, des pensées, des sensations, des choses quand il y a une émotion qui monte, l'idée, c'est pas de la transcender, c'est de l'accueillir, c'est de l'intégrer, c'est de la digérer, c'est d'entendre le message que l'émotion, que la pensée redondante de ce que ça a à nous dire,
plutôt que d'être c'est ça, dans une approche, on dit, progressive qui peut, puis en plus, ils nous disent, ah ben, c'est peut-être pas dans cette vie-ci. Alors, venez faire du karma yoga à la chambre pendant toute votre vie. Quand vous êtes malade et vieux, vous pouvez retourner chez vous, on s'occupe pas de vous. Et puis, dans la prochaine vie, là, revenez, là, puis on va s'occuper de ça la prochaine fois. Mais, erreur, grave erreur. Tout ce que tu me dis me fait, tout ce que tu disais, enfin ce que vous dites toutes les deux me fait penser à Fabrice Midal que je n'arrête pas de citer dans ce podcast, avec son fameux foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. En termes, lui, il parle plus de méditation, mais justement dans son livre Foutez-vous la paix, il parle effectivement de cette image erronée qu'on a de la spiritualité, dans laquelle en fait on devrait justement être absolument en recherche du calme, parce que pour lui, quelqu'un de spirituel est quelqu'un d'actif, quelqu'un qui va aller chercher des choses dans cette vie présente pour que les choses bougent dans ce monde réel. Et que à côté de ça, la figure du moine bouddhiste qu'on aurait certainement en tête quand on médite ou quand on pratique le yoga, lui, il est en recherche de mort au final. Absolument. Et donc c'était quelque chose que j'avais trouvé, enfin qui m'a vraiment fait exploser le cerveau cet automne, et c'est pour ça que je n'arrête pas d'en parler, et je n'arrête pas depuis de rencontrer des gens qui vont dans ce sens-là. Toi, Florence, au niveau de ce que tu enseignes, qu'est-ce que tu suggérerais pour qu'on se foute la paix dans nos asanas? Ah, d'abord, de pas écouter les consignes. De pas écouter les consignes. Bon, je pense que ça passe beaucoup par effectivement la pédagogie de l'enseignant, c'est à nous enseignants de recréer l'espace, de créer un espace de sécurité, de donner une intention, de faire une proposition, de faire en sorte que chaque élève puisse l'expérimenter. La question, c'est comment créer l'espace de sécurité nécessaire et comment donner la juste intention, l'intention juste et suffisante, pas plus, pour que chacun puisse expérimenter, faire l'expérience de son corps et l'expérience de ses émotions. Ce que disait Anne il y a un instant m'évoquait, j'avais envie de rebondir sur plusieurs choses. Quand tu parlais, Anne, de la voie progressive et de la voie directe, je voulais préciser par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure qu'en aucun cas pour moi il n'est question d'oublier le corps. Et que si l'enseignement peut parfois être proposé de façon rigide, et peut-être que parfois on se soumet à cette rigidité, ça peut créer aussi un cadre. Autant les émotions sont éminemment corporelles. Si je suis triste, je vais peut-être avoir la poitrine lourde et les épaules pesantes. Si je suis en colère, je vais avoir cette énergie dans le ventre ou dans le cœur brûlante qui monte, etc. Donc tout ça, ce sont des émotions et elles sont corporelles. Et le yoga, la pratique posturale, même très intensive, je n'ai absolument rien contre, bien évidemment. Parce que ça permet de transformer. C'est un vrai creuset. Nous travaillons sur le corps, nous travaillons sur les émotions. Ça nous permet de nous connaître de l'intérieur, de reconnaître ces émotions pour ce qu'elles sont, de prendre le recul nécessaire, non pas pour les faire taire en mettant un couvercle dessus. Et c'est là que dans la pratique, c'est délicat parce qu'il s'agit non pas d'écraser les émotions en brûlant de l'énergie, en contractant ses muscles au maximum pour en ressortir complètement essoré, mais avec la conscience de ce qu'on est en train de faire, effectivement, l'accueil de l'émotion. Et peut-être que si je bouge et peut-être que si je ressens mon corps puissamment, en engageant une musculature puissante, je vais me sentir plus en sécurité, je vais reconstruire ce sentiment de sécurité s'il a été érodé, s'il a été fragilisé, peut-être récemment, peut-être depuis l'enfance, peut-être qu'il a jamais été là. Je vais reconstruire un sentiment de contrôle aussi qui est très important. On peut pas lâcher prise sans contrôler. Donc pour moi, la pratique posturale a vraiment du sens et nous ne pouvons... C'est difficile, je pense, et je crois que c'est pour ça également que les textes parlent de santé. C'est que c'est très difficile, quand on n'a pas une santé physique, d'avoir une santé émotionnelle. Parce que c'est la même chose, parce que nous sommes le corps que nous sommes et dans lequel nous vivons, nous sommes ce corps. Donc évidemment, pour moi, la pratique physique posturale est même engagée, même si ce sont des toutes petites choses, de pouvoir contracter ses muscles et s'étirer, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est même ce que font tous les animaux régulièrement quand ils s'étirent un grand coup. En réalité, ils sont pas en train de s'étirer, ils sont en train de se contracter très fort et de relâcher. Ça permet de digérer les émotions, ça permet de
refaire circuler l'énergie. On pourrait expliquer longuement sur le plan neuromusculaire ce qui se passe. Sur le plan physiologique, c'est très intéressant. Donc la pratique reste très, très importante. Là où c'est compliqué, c'est quand elle devient rigide. Et quand on se soumet, quand on arrive dans une pratique qui est guidée par quelqu'un qui va être rigide, et qu'on apprécie cette pratique pour cette rigidité, parce qu'elle nous cadre, hein, qu'elle nous sécurise, c'est probablement qu'on est en train d'emmener avec nous tout ce dont on aurait besoin de se libérer et qu'on est en train de le renforcer. C'est-à-dire qu'on va renforcer nos rigidités par cette soumission à cette pratique rigide. Et c'est là que c'est extrêmement délicat. Et la question qui se pose après de façon beaucoup plus large, c'est une question, je sais que sur le plan sociologique, ça a été étudié, je suis pas du tout spécialiste de ça. C'est comment on en arrive là, avec ce courant énorme dans le monde entier, cette explosion du yoga dans le monde entier, comment on en arrive à pratiquer tous les jours, je pense beaucoup aux femmes dans ce contexte-là, des pratiques qui font mal, sous le prétexte que c'est censé faire du bien, ou une quelconque autre injonction, c'est-à-dire je vais rester mince, je vais avoir des muscles longs, je vais paraître souple, je vais être capable de prendre le pied dans la main, c'est quelque chose, c'est une image qui est appréciée, qui est sexy, qui est presque sexualisée, on en avait parlé déjà avec toi Audrey. Voilà. Donc il y a tout un continuum comme ça, depuis la pratique qui me donne une corporalité, qui me redonne conscience de mon corps, qui lui donne de la santé et du bien-être, bien sûr, à la pratique qui me rigidifie, ou à la pratique qui va me blesser. Et j'ai beau me blesser, je continue. Et le yoga aujourd'hui, les témoignages affluent beaucoup aux États-Unis. En France, je n'entends rien. Il y a des couvercles qui sont durs à soulever. Beaucoup aux États-Unis de personnes, de femmes, d'hommes aussi, mais j'ai beaucoup entendu de femmes qui sont très sévèrement blessées après de longues années de pratique. Je parle d'enseignants qui sont connus, qui font une sorte de coming out comme ça aujourd'hui en disant voilà, j'ai mis mon pied derrière l'oreille, vous m'avez vu, j'étais en couverture de Yoga Journal, j'étais en couverture de tel ou tel autre magazine, et ben toutes ces pratiques-là, je ne les fais plus. Moi, ma pratique aujourd'hui, elle est purement méditative. Voilà. Donc, c'est très dommage d'en arriver là. Et je pense qu'il est grand temps de nous réapproprier notre pratique de yoga, de nous libérer de ce carcan rigide, tout en continuant, bien sûr. Il s'agit de transformer notre pratique pour qu'elle soit saine à tous les niveaux. C'est effectivement quelque chose qui m'a donné envie de vous faire vous connaître et puis qu'on commence un peu cette discussion toutes les trois. C'est le fait de commencer éventuellement à rassembler des éléments en français et monter une réflexion francophone autour de toutes ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir une camarade québécoise avec nous, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a besoin d'étendre à toute la francophonie, complètement. Oui, tout à fait, parce que ce sont des discussions, il y a des tonnes de podcasts ou de vidéos ou d'ateliers ou de webinaires en anglais, là, c'est florissant chez nos amis d'Amérique anglophone, mais il y a très peu de choses encore en français sur tous ces sujets-là. Là. Je suis vraiment ravie là, de vous rencontrer virtuellement et je crois qu'il y a beaucoup de choses à partager ces choses-là pour en refaire quelque chose de collectif mais qui sortent du schéma des ashrams, des swamis, des gourous, des écoles, des diplômes, des machins. En tout cas, je pense qu'il y a une très, très grande réflexion à faire. Puis je trouve ça super qu'on commence ça là, à ton initiative. Un grand merci. Je crois que c'est pour ça que j'avais eu autant d'élan à te répondre, parce que je me manifeste peu, j'ai du mal à prendre la parole encore pour l'instant de façon autonome. Et quand j'ai écouté le podcast d'Audrey, j'ai répondu avec un élan très spontané en disant ça m'intéresse, c'est super. Voilà, c'est ce que j'attends en fait. C'est cette énergie-là et cette sororité. Mais pour moi, il s'agit pas non plus de ce dont je rêve, c'est d'un yoga inclusif, totalement inclusif. C'est-à-dire de la mixité de tout type. C'est que la même pratique puisse être faite par une personne de 25 ans qui est très souple et une personne de 65 qui a eu un remplacement de hanche, par exemple.
Et c'est possible. Je suis en train de travailler là-dessus. Je pense sincèrement que c'est possible, qu'on peut donner les mêmes exercices aux mêmes personnes à partir du moment où on enlève l'objectif d'aller mettre les mains par terre. À partir du moment où on enlève l'objectif extérieur de la posture, de la forme extérieure de la posture, où on revient à l'objectif d'intériorité, Voilà. où on revient à l'objectif. Alors, il y a toujours une forme, mais la forme, elle va être la sensation de s'étirer, la sensation d'être en force, la sensation d'ancrage. Dès qu'on revient à ces intentions-là, la posture et donc le travail postural et donc la pratique peut redevenir inclusive. Et donc c'est évidemment sur cette promesse justement de communauté en français qu'on va pouvoir se quitter, puisque le sujet est a priori absolument sans fin. En tout cas, c'est une réflexion qu'on va continuer entre nous et une réflexion à laquelle je pense qu'on peut inviter tout professeur de yoga qui aurait d'autres pistes pour pouvoir justement continuer la réflexion. J'en profite donc pour faire un appel à participation, à témoignage pour tous ces professeurs qui veulent ajouter leur voix à cette discussion-là. En tout cas, nous, on va très certainement continuer entre nous avec Anne et Florence à penser ce yoga que j'ai envie d'appeler safe éthiquement et anatomiquement pour les femmes. Et en tout cas, je vous remercie énormément pour votre temps, votre présence. Je suis ravie de vous avoir fait rencontrer. Et voilà, si vous avez un petit mot pour conclure pour les spectateurs. Moi, je pense que c'était une invitation, te remercier, merci beaucoup, et merci à Florence, c'est vraiment super. Puis je crois que le timing est excellent pour commencer à vraiment créer un cercle de yogini francophone international et favoriser les partages de nos expériences, de nos pratiques. Je crois que c'est vraiment une occasion que tu nous offres là de démarrer ça. Puis je suis très heureuse de cette initiative et j'invite toutes celles qui sont intéressées à se joindre à la ronde. Oui, à nous contacter. Oui, merci Audrey également de m'avoir présenté Anne et merci pour cette discussion très riche et qui promet d'être riche et rebondissante, nourrissante et surtout, j'espère, créative pour nos pratiques futures, nos enseignements futurs. Je ne doute pas que le yoga en tout cas la pédagogie du yoga doit se réinventer et peut se réinventer, que nous sommes riches de ça et que j'espère que ça va germer tout autour de nous. Contactez-nous si vous avez envie de participer à cet élan-là. Voilà, on avait promis un message d'espoir dans cet épisode et c'est donc le cas. Merci encore à vous deux et puis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures de Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Que vous soyez professeur de yoga ou non, je vous invite à participer à la réflexion en entrant dans le groupe Facebook du podcast Yogini. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h. Et je vous dis à samedi dans 15 jours pour un prochain épisode de Yogini. En attendant, pratiquons ensemble et soyez vous-même.